Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans le JDD, le jury du dimanche. Nous avons le plaisir de recevoir ce 31 mars 2024 le professeur Mbaye Thiam, historien, archiviste, enseignant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Professeur Mbaye Thiam, bonjour et merci. Bonjour Achetou, c'est avec plaisir que j'ai répondu à votre invitation à ce jury du dimanche 31 mars 2024. Je voudrais vous remercier sous ce rapport, remercier surtout les jeunes techniciens, caméramans et autres qui nous accompagnent, mais surtout saluer tous les auditeurs de cette grande émission dominicale que l'on suit partout au pays et hors du pays. Merci beaucoup. Bien. Alors, professeur Mbaye Thiam, dimanche dernier, 24 mars, les Sénégalais ont élu un nouveau président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, élu au premier tour d'une élection présidentielle, 10 jours après être sorti de prison. Une masterclass du peuple sénégalais qui donne une leçon de maturité démocratique à l'Afrique et au monde à travers le vote. Professeur Mbaye Thiam, quel est le message que les citoyens sénégalais ont envoyé ce 24 mars à la classe politique? Merci beaucoup, Aïssatou. Vous avez parfaitement raison. Dimanche dernier, dans une ferveur extraordinaire, le peuple sénégalais s'est levé, a élu de manière très claire, sans équivoque, un nouveau président de la République, dont l'une des particularités est qu'il est le plus jeune président élu depuis l'indépendance de notre pays. Autre particularité très marquante pour un historien, c'est qu'il est sorti de prison 10 jours avant, même s'il était candidat en prison. Mais la première des observations que l'on peut tirer de cela, c'est un hommage qu'il faut qu'on rende au peuple sénégalais. Le peuple sénégalais a montré, malgré tout ce qu'on a dit dans les 4 dernières années, que c'était un peuple majeur. C'était un peuple profondément attaché à la démocratie. C'est un peuple qui s'intéresse à ce qui se passe politiquement dans son espace. C'est surtout un peuple de citoyens, un peuple attaché aux valeurs républicaines et aux valeurs sociales. Personne n'aurait pu imaginer il y a 3 mois, avec tout ce qui s'est passé au Sénégal, qu'on allait traverser un dimanche aussi calme, un dimanche aussi décisif, au sortir duquel, dès les premières escarmouches à la fermeture des bureaux de vote, on sentait là. Et ça, c'est d'abord et avant tout la mobilisation du peuple sénégalais souverain qui nous a permis d'arriver à cela. Évidemment, une des choses essentielles qu'on aura notées, c'est que, alors qu'on nous promettait un scrutin serré, parce qu'il y avait beaucoup de candidats, 19 candidats, alors qu'on nous promettait un scrutin violent, parce que les frontières entre les différentes parties étaient extrêmement tracées, alors qu'on nous promettait tout et son contraire, les Sénégalais ont surpris le monde en votant calmement, en votant librement, sans aucune violence, sinon de quelques escarmouches ici et là. Et effectivement, on plébiscitait quelqu'un dont le mérite aura été de remporter des élections pour la première fois en sortant de prison, mais au premier tour. Ça, c'est essentiel. C'est l'opposition. D'habitude, dans nos contrées, c'est le candidat du pouvoir qui arrive en première position, même s'il ne gagne pas, et qui est en deuxième tour. Ici, c'est le candidat sorti de l'opposition avec des limites objectives liées à un contexte extrêmement complexe, mais qui se retrouve au premier tour et qui bat le candidat de la majorité avec quand même un score assez appréciable, 54 et quelques pourcents, c'est tout à fait important. Et comme le Conseil constitutionnel a validé le résultat hier, on peut considérer qu'on a aujourd'hui, dimanche 31 mars, un président de la République élu, définitivement élu, et la moindre des choses, sans contestation en plus, et la moindre des choses, pour tout citoyen, c'est un devoir pour tout citoyen de souhaiter la réussite de cette équipe. Parce qu'en réalité, ce ne peut plus être la réussite d'un homme, ce n'est plus la réussite d'un parti, d'une coalition, mais c'est la réussite d'un peuple qui a dirigé sa vision sur un homme en lui faisant confiance. Et du fond du cœur, je dis, il faut qu'il réussisse. Il faut qu'il réussisse parce que la mobilisation et la capacité de citoyenneté, d'attachement aux valeurs démocratiques de notre peuple, dimanche dernier, mérite
que cette élection soit une élection suivie d'une réussite de gestion. Alors, quand on dit que l'élection présidentielle est le rendez-vous d'un homme avec son peuple, cette élection particulièrement, professeur Mbaye Thiam, c'était le rendez-vous de qui avec les Sénégalais? Pour faire honnête intellectuellement, c'était le rendez-vous de Ousmane Sonko et du peuple sénégalais. Ça aurait pu être le rendez-vous de Ousmane Sonko et d'un candidat choisi dans les formes, les modalités et les procédures de Macky Sall. Parce que ce qu'on attendait depuis pendant 4 ans, de 2021 à 2024, c'était des élections présidentielles opposant Ousmane Sonko à Macky Sall. Macky Sall s'étant retiré, Ousmane Sonko restait le cas. Ousmane Sonko a été éliminé. Il restait quoi? Un candidat de la mouvance Pastef-Yewwi, un candidat de la mouvance présidentielle. Malheureusement, les citoyens sénégalais ont traduit l'élection de dimanche dernier en un plébiscite, en un référendum entre un candidat qui est celui de la mouvance PASTEF, symbolisé du point de vue du profil par Ousmane Sonko. C'est bien Diomaye Faye qui a été élu, mais il a été élu sur le profil d'Ousmane Sonko. À travers Ousmane Sonko. Certains observateurs de la scène politique qualifient ce qui s'est passé dimanche dernier de révolution. Est-ce que vous êtes du même avis? Non, ce n'est pas une révolution, pour moi. Ce n'est pas une révolution. C'est une évolution en termes de rupture, mais ça n'atteint pas une révolution. Une révolution est un changement radical de système de gouvernance, un changement radical de prise en charge des priorités, de prise en charge du pays. Il est évident, et moi je le pense, le plus sincèrement du monde, qu'il va y avoir sur des questions essentielles de la rupture. Mais la manière avec laquelle Diomaye Faye a gagné, dans une coalition qui comprend aussi bien des gens du système que des gens de l'antisystème, le fait que derrière un parcours de rupture entamé par PASTEF, on ait retrouvé des gens qui ont pactisé avec Senghor, avec Abdou Diouf, avec Abdoulaye Wade et tout, y compris avec Macky Sall, je ne pense pas que ce soit une révolution. PASTEF aurait gagné seul, comme je l'ai toujours dit, mais ce serait une véritable révolution. Mais il faut attendre de voir est-ce que, malgré la large coalition de systémistes ou d'antisystémistes qui a gagné, mais PASTEF va exécuter le programme de PASTEF. Sous ce rapport, on peut aller vers une révolution. Encore qu'une révolution qui se fait sous le spectre de la démarche démocratique style 5e République française que nous avons adoptée ne sera jamais achevée. Bien. Alors, ce qui est sûr, professeur Mbaye Thiam, c'est que Macky Sall quitte ses fonctions le 2 avril après la passation de pouvoir avec son successeur Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Et vendredi, il a procédé à quelques nominations, notamment au Conseil économique, social et environnemental, à la Cour suprême, renforcé le haut commandement de la gendarmerie nationale qui a désormais le rang et les avantages du sous-chef d'état-major général des armées. Comprenez-vous et adhérez-vous à la démarche du président Macky Sall? Je peux comprendre, mais je n'y adhère pas. Je comprends pourquoi il a fait. Quand on quitte un pouvoir avoir été accompagné pendant 12 ans par des fidèles dans tous les domaines de la justice, des forces de défense, de la politique et autres, on peut être tenté. Parce que l'idéal aurait été de résister à la tentation. On peut être tenté de le faire. Mais quant à adhérer à cela, pas du tout. Quand on quitte le pouvoir, et qu'on a quelqu'un qui est déjà plébiscité, qui a gagné, à qui on remet le pouvoir, on ne règle pas le problème de ses amis. Ça ne se fait pas. Le président de la République Pompidou a dit un jour, répondant à son épouse, que quand on est aux affaires, on ne fait pas d'affaires. Quand on est aux affaires, on ne fait pas d'affaires. Le président Macky Sall a été élu et bien élu en 2012. Il a rempilé en 2017, il a fait 2 mandats. Mais même si son camp a perdu, mais il devait pouvoir, à partir du moment où l'élection était pliée, arrêter toute forme de promotion de qui que ce soit en attendant que son remplaçant 72 heures avant la fin de son mandat? Non, même si le mandat est en cours, on arrête. Parce que c'est des promotions de dernière minute pour régler
des affaires vis-à-vis de personnes avec lesquelles, même si le mérite est évident, on ne peut pas le faire. Et quelles peuvent être les conséquences justement pour le président à venir? Mais la première des conséquences, c'est que le président à venir peut, considérant qu'on se quitte quand même dans des conditions assez appréciables, très bonnes, que ce n'est pas la peine de revenir sur certaines choses et on laisse faire. Mais ça va laisser des traces. Sinon, mais l'autre forme de réaction, ça peut être, mais tout ce qu'on a fait après que l'élection ait été pliée en termes de faveur, en termes de nomination, en termes de ceci, on revient là-dessus. Et ça incite déjà à se dire la bataille a commencé de règlement de compte. C'est pas bon. Mais dans tous les cas de figure, c'est le président de la République Macky Sall qui n'aurait pas dû être pris dans un piège pareil. Dès lors que le résultat de l'élection était plié, que lui-même a félicité le gagnant, il n'avait plus à prendre des décisions pour nommer qui que ce soit à quelque poste que ce soit. Alors le Sénégal se relève après beaucoup de critiques, beaucoup de débats au niveau international. Le président Macky Sall a beaucoup été critiqué au niveau international pour avoir reporté la présidentielle. Qu'en est-il actuellement de son image quand on sait que finalement il a réussi à organiser l'élection et à faire gagner ou une élection au cours de laquelle c'est son principal opposant ou le candidat, son principal opposant qui a gagné. Il va faire la passation de pouvoir le 2 avril. Il quitte ses fonctions. Il n'y a pas de dérogation, il n'y a rien. Qu'en est-il de son image? Est-ce que ça va permettre de l'améliorer un tout petit peu au niveau international? Notre pays n'est pas l'idéal de pays dans le monde parce que ça n'existe pas. Il n'y a pas un idéal de pays sur le plan politique. Chaque pays a son parcours atypique en fonction de sa trajectoire historique, de ses convictions, des configurations de sa société. Mais notre pays, quoi qu'il en soit, est un pays qui compte en Afrique et dans le monde. Nous avons des problèmes comme tout le monde. C'est vrai que ces élections présidentielles qui viennent de se dérouler ont connu des couacs, notamment dans le processus. Et que le président de la République a été impliqué, qu'il ait dit plus ou moins que ça lui venait de l'excès, c'était pour sauver les institutions. C'est un pis-aller. L'essentiel est qu'on a connu beaucoup de problèmes dans le processus. Les pays africains, notamment nos voisins et autres qui se sont dépêchés de nous jeter la pierre, n'ont pas à le faire. Quand on a pris le pouvoir dans son pays par les armes, quand son pays a connu une dizaine de coups d'État en moins de 50 ans, quand un pays est complètement... Ces gens n'ont pas de leçons à nous donner. Par contre, si les gens tirent sur le Sénégal, mais c'est que le Sénégal est un exemple. Si on était au bas de l'échelle, mais on ne s'occuperait pas de nous. Nous sommes non pas un modèle, mais nous avons une démarche politique en Afrique, mais que beaucoup de pays nous envient, même s'ils ne le disent pas. Et à défaut de pouvoir dire qu'ils nous envient, mais certains jouent de la jalousie. La deuxième chose, mais c'est les réactions de l'opinion internationale, notamment occidentale, vis-à-vis des difficultés que nous avons connues pour organiser ces élections. Oui. Mais c'est là aussi, c'est parce que nous sommes devenus un enjeu économique, mais majeur. Et étant un enjeu économique majeur, un enjeu géopolitique majeur en Afrique et dans le monde. Un Sénégal qui, en 2024-2025, rentre dans le jeu des producteurs de pétrole, de producteurs de gaz, et qui peut construire, sur la base d'un programme de bonne gouvernance, une prochaine puissance locale, africaine, mais ça intéresse tout le monde. Et du coup, mais les gens se battent autour de notre dépouille, soit pour participer avec nous à notre richesse, soit pour nous obliger à les servir l'un dans l'autre. Je pense que nous avons commis des erreurs, ça c'est évident, dans le processus. Le fait qu'on ait, à un moment donné, renvoyé les élections, penser pouvoir renvoyer les élections, c'était inadmissible. Moi, ça m'a valu un coup de cœur que tout le Sénégal... Mais je dis c'est inadmissible. Rien ne justifiait, au moment où on le faisait, qu'on puisse penser à envoyer les élections. C'était des coteries politiciennes qui voulaient régler des problèmes entre eux et entre des personnes intéressées par les élections. Cela ne se justifiait pas. Mais, dans tous les cas de figure, le fait qu'on se soit ressaisi, et non pas par la force, mais par le droit, que le Conseil constitutionnel ait remis tout le monde sur le droit chemin, que le président de la République qui avait initié la procédure reconnaisse ce droit, accepte les décisions du Conseil constitutionnel, organise une élection
qu'un ministre de l'Intérieur d'une efficacité extraordinaire est arrivé au poste moins d'un mois après. Oui. Organise des élections sans aucune adéquation. Mais ça, si on ne peut pas nous attacher la médaille, mais permettez-moi de dire qu'on la paie. Parce que nous ne réclamons pas le titre de meilleure démocratie dans le monde, mais personne ne nous fera de leçon de démocratie. Et c'était quand l'Almamia du Fouta, en 1776, instaurait un régime qui, à l'époque, était sûrement le premier, sinon l'un des meilleurs en matière de démocratie dans le monde. On n'a pas jeté la pierre à qui que ce soit. Et quand des médias occidentaux en arrivent à remettre en cause la démocratie sénégalaise, à la traiter même d'illusoire, parce que pour eux, elle n'existe pas réellement. À citer des cas, Dia, Senghor et d'autres cas encore. L'historien que vous êtes. Mais c'est ça l'histoire des nations. L'histoire des nations, c'est les contradictions. Le moteur de l'histoire, c'est les problèmes qui bloquent les sociétés. Et les sociétés s'organisent pour trouver des solutions pour contourner les problèmes ou les déplacer. C'est ça le moteur de l'histoire. C'est la contradiction entre membres d'une société à travers des considérations politiques, des considérations sociales, des considérations religieuses et autres, mais qui font l'histoire. Mamadou Dia, Senghor, mais ça n'a pas débouché sur un coup d'État. On a accusé Mamadou Dia d'avoir fait un coup d'État. Tous les historiens sérieux, tous les qui savent que ce n'était pas un coup d'État. Abdoulaye Wade a connu des pouvoirs, des démêlés terribles avec ses numéros 2, qu'il a éliminés les uns après les autres, dont il a emprisonné certains. Ça, on n'a pas débouché sur l'hécatombe. Quand Macky Sall est arrivé au pouvoir, mais il a connu des difficultés pendant 4 ans. J'ai l'habitude de dire depuis quelques mois qu'entre ce qui s'est passé en 2021, aggravé par le Covid, et ce qui s'est passé en 2023, 80% des pays africains qui l'auraient vécu auraient terminé le processus soit par un coup d'État, soit par une guerre civile. Mais notre peuple, pas les politiciens, mais notre peuple a réussi à se soulever, à faire des efforts surhumains sur lui-même pour pouvoir calmement montrer dimanche dernier que la souveraineté, c'est lui. C'est lui qui choisit ses leaders. Est-ce que les leaders politiques, ceux qui gagnent comme ceux, sont à la hauteur du peuple? Ça, c'est une autre question. Oui. Cela intéresse tous les chercheurs en sciences sociales. Mais le peuple sénégalais aura au moins démontré que rien, aucune contradiction ne peut le pousser à instaurer ce qui se passe ici et là, c'est-à-dire des violences entre ethnies, entre religions, entre politiques. Maintenant, des manifestations politiques qui se terminent par des blessés, des arrestations, des morts, et ça s'est déroulé dans tous les pays du monde, à toutes les périodes. En tout cas, nous avons frôlé le pire avant d'arriver à voter, à élire un président dans le respect du calendrier républicain. Quels sont les enseignements que nos acteurs politiques doivent tirer de cette crise préélectorale et surtout en matière de gestion, justement, des élections? Je pense que le premier message, la première observation à tirer de ce qu'on a vécu depuis 2021, c'est que rien ne vaut la paix et que notre peuple est attaché, profondément attaché à la paix. Il est traversé par des contradictions politiques évidentes. Dans ce pays, on a réussi à cliver le pays en bons et méchants, en bêtes et truands, comme dirait le film célèbre. Mais les gens sont restés dignes dans l'épreuve, dans la violence, dans la souffrance. Et le moment venu, qu'est-ce que le peuple a démontré dimanche à Aïssata? Que c'est le peuple qui fait les leaders et pas l'inverse. Il ne faut pas que les gens se trompent en croyant que c'est les leaders qui font les peuples. Les leaders sortent du peuple à travers leur capacité à assumer les valeurs du peuple et à transformer ça en destin collectif. Et le peuple a montré le chemin. Il a dit aux uns et aux autres qu'on s'est affrontés parce que vous nous avez obligés. C'est les postures des politiciens, de l'opposition et du pouvoir qui ont amené le peuple à s'entretuer. Parce que ceux qui manifestaient et ceux qui tiraient sur eux ou les empêchaient de manifester, c'est tout ça le peuple. Oui. Les forces de défense et de sécurité, c'est des éléments du peuple. Personne ne s'en passera. Aucun pouvoir n'arrivera pour supprimer la police, l'armée et la gendarmerie pour vivre avec quoi et assurer la défense, personne. C'est le peuple. Mais qu'est-ce qui nous a amené ça? C'est des postures de politique, d'hommes politiques, de l'opposition et du pouvoir, qui ont créé les conditions favorables à l'affrontement sur le terrain. Mais quand il s'est agi
de ramener tous les affrontements sur l'espace de la légalité. Mais qu'est-ce que le peuple a fait? Peut-être librement, calmement, se chahutant dans les rangées, rentrer le soir et mettre que les résultats sont... Est-ce que la crise politique a eu un impact sur le résultat? Est-ce que cette crise a favorisé justement la fin de cette élection dès le premier tour? Mais absolument. Moi, je pense fortement que le niveau de crise qu'on a atteint en termes de manifestation, en termes de destruction, en termes d'arrestation, d'emprisonnement, en termes de mort, a fait que le peuple avait hâte d'arrêter tout et d'indiquer le destin. Et c'est ça qui a fait qu'on a transformé l'élection en référendum. En disant, il y a deux choses possibles. Soit on reconduit ceux qui étaient là. La continuité. La continuité. Soit on change. Et si on change, on ne va pas se disperser entre 19 candidats. On va choisir les candidats qui sont sur le terrain depuis 4 ans, qui sont battus, qui sont morts, qui ont été emprisonnés. Et ils ont choisi Pastef. Et Pastef, le symbole, c'était Ousmane Sonko. Même s'il n'était pas là, il a désigné quelqu'un. Et ils ont trouvé d'ailleurs le bon slogan, Diomaye c'est Sonko, Sonko c'est Diomaye. Oui. Ça veut dire qu'en votant pour Diomaye, on votait pour Sonko. À la limite, par contre, maintenant, et c'est sur ce rapport que ce qu'on appelle rencontre d'un homme avec son peuple est une évidence, je crois que si Sonko lui-même avait été candidat, il aurait dépassé le score de Diomaye. Il aurait dépassé les 54%. Absolument. Alors, quels sont les enjeux de cette troisième alternance pour notre pays? D'abord, des enjeux sociétaux. Je veux dire que si nous loupons cette occasion d'imprimer à notre société, globalement, des modes de fonctionnement dans tout l'espace politique, social, culturel, économique et tout, conformes à ce que notre destin de pays en sous-développement qui veut changer veut, si nous nous loupons, on va tomber dans le ravin. Parce que c'est la dernière des alternances pour rentrer dans le rang ou rejoindre le camp des pays à problème définitivement. Donc, il faut, au-delà de changer ce qu'il faut changer dans les institutions, changer ce qu'il faut changer dans les modes d'action politiques, économiques et autres, mais réajuster notre fonctionnement social. Et tout ce qui se fait au nom et pour les intérêts d'une société, c'est-à-dire d'hommes et de femmes vivant dans un même espace et ayant le même destin. Sous ce rapport, il y aura toujours des différences entre nous, il y aura toujours des contradictions entre nous, mais ce qui nous est commun, c'est-à-dire la sauvegarde de l'espace sénégal et de la société sénégalaise est au-dessus de tout. Ça demande un travail de fond, mais qui va s'écarter des oripeaux politiciens pratiquement qui nous gouvernent depuis l'indépendance. Il faudra réarmer socialement ce pays. Faire en sorte que ça demande que des réformes en profondeur soient effectuées sur le plan des institutions. On ne peut pas mélanger les genres comme on l'a fait depuis 5 ans. Faire en sorte que le président de la République et le gouvernement, qui est une institution, mais face de la représentation nationale des députés, ce qu'il veut, oblige ou met la pression sur la justice pour régler des problèmes politiques, ça doit cesser. Cela doit cesser. Il nous faut des institutions en équilibre. Chacun sur son terrain, occupant tout l'espace de responsabilité, mais laissant aux autres le soin de faire ce qui est leur mission. Et pour cela, il va falloir donc revoir le mode d'élection des députés. Moi, j'ai toujours pensé que tant qu'on aura des listes nationales dans ce pays, on n'aura pas d'Assemblée nationale. Ma conviction intime est qu'il faut découper le pays en circonscriptions électorales avec une démographie, un espace économique, social et tout suffisamment bien pensé. Et ça, les historiens, les sociologues et autres anthropologues peuvent y aider, tout décideur, et affecter à chaque circonscription le nombre de députés compatibles avec ces responsabilités et élire les députés à la base. Mais tant que la volonté d'un responsable de parti, même dans l'opposition, ou d'un responsable de parti au pouvoir vous met à la place qui vous garantit que vous serez député avant même les élections,
les députés diront à l'Assemblée nationale qu'ils sont députés de X ou de Y et non pas députés du Sénégal. Ils auront à l'Assemblée nationale des comportements pour renvoyer à celui qui les a fait députés des formes d'allégeance, pour ne pas dire de fidélité, mais conformes à ce qui... Or, si on élisait des députés sur la base d'une représentation à la base et qui rendent compte, moi j'aimerais bien savoir quel député dans ce pays a une permanence dans sa circonscription. Vous allez en France où on élit les élections par circonscription. Chaque député a une permanence dans sa circonscription où il descend régulièrement. Il a un cabinet qui enregistre les doléances des populations à laquelle il rend compte. Mais ici, on est député de qui? On est député d'un parti, d'une coalition, pire d'un homme. Ce qui fait qu'on est... Et ça, je pense, il faut le changer. Il faut le changer. Il faut donner à la justice de notre pays la plénitude de ses compétences. Nous avons l'une des meilleures magistratures d'Afrique, pour ne pas dire la meilleure. J'ai travaillé sur une base de données des magistrats du Sénégal de 1959 à 2012-2014. Et pour y travailler, on m'a remis entre mes mains périssables, comme dirait le président Senghor, tous les dossiers de tous les magistrats qui ont travaillé dans ce pays et ceux qui étaient en activité. Ce que j'y ai vu sur la base du serment d'honnêteté que j'ai fait et sur la base de mes convictions intimes, mais c'est que c'est une magistrature d'extrême qualité. La preuve, dans toutes les grandes cours internationales de justice dans le monde, on a trouvé des magistrats sénégalais. Partout, jusqu'à la Cour internationale de La Haye, ceux qui ont écrit les textes sur les défenses des femmes, des enfants, des ceci, les trucs, c'est des magistrats sénégalais. Maintenant, que dans la magistrature du Sénégal, chez les professeurs d'université du Sénégal, chez les médecins, les policiers et autres du Sénégal, on trouve une ou deux brebis galeuses, mais cela se fait, ce n'est pas une raison. Si on leur donne la plénitude de leur mission et si les politiciens sortent complètement de la gestion des dossiers de justice, mais la magistrature fera ce qu'il faut, parce qu'ils ont les moyens entre eux de réguler leurs affaires, comme les autres secteurs ont les moyens de réguler sur la base de leur éthique, de leur déontologie. Alors, vous suivez le jury du dimanche sur iRadio ITV, emedia.sn. Nous recevons le professeur Mbaye Thiam. Alors, professeur Mbaye Thiam, une troisième alternance qui va sans doute nous mener à un renouvellement de la classe politique, des partis classiques comme le Parti démocratique sénégalais, le Parti socialiste, l'AFP, n'ont pas participé en tant qu'entité indépendante. Des acteurs politiques comme Idrissa Seck et Khalifa Sall, qui ont longtemps été au devant de la scène politique, n'ont même pas pu conquérir 2% de l'électorat. Qu'est-ce qui explique, à votre avis, cet échec de la classe politique dite classique à cette élection présidentielle? Mais ils ont joué au feu et se sont brûlés les doigts. Parce qu'il est inadmissible que des partis comme le Parti socialiste, que des partis comme le PDS, qui ont fait tout le jeu politique du Sénégal à partir des années 70 jusqu'aux années 2000, n'aient pas pu avoir de candidat pendant 12 ans. Parce que, j'appelle jouer au feu, mais ils se sont tous lancés dans cette politique farfelue qu'on appelle coalition, alliance, qui ont fait qu'on met tout le monde dans le même sac, sans considération de vision politique, d'idéologie, de mode d'action, de modalité et procédure de fonctionnement, au point que l'essentiel, c'est de gagner ensemble et de gérer, gouverner ensemble. Ce que j'appelle gagner ensemble et se partager ensemble les fruits de notre victoire. Mais résultat, mais partout, on a rencontré des difficultés dans tous les partis. Le Parti socialiste a été secoué, mais par des gens qui sont partis. Les partis se sont affaiblis. L'AFP a été secoué. Les militants sont partis, des dirigeants. Et bien, le PDS, avec la défaite et la mise en pole position de Karim Wade, qui s'intéresse à tout sauf au Sénégal, mais les gens sont partis, se sont dispersés. J'ai dit quelque part que sur les 300 et quelques partis du Sénégal déclarés et mouvements politiques, si vous enlevez tous ceux qui sont d'obédience du Parti socialiste, tous ceux qui sont d'obédience du Parti démocratique sénégalais, mais il reste moins de la moitié. C'est eux. C'est tous des gens sortis des rangs du PS et du PDS, ajouter la gauche, qui s'est dispersée également. Mais résultat, la première des conséquences que cette victoire alternance
cela me semble être nécessairement une recomposition politique. D'abord du point de vue des générations. Il y a des générations qui vont disparaître. Ceux qui sont sur la scène politique depuis 40 ans, ils ne peuvent plus rester. Surtout qu'il y a une vague de jouvence de jeunesse qui est arrivée, mais ils vont faire avec leur génération. Les Baïdjam qui ont 70 ans là, ils ne peuvent pas venir me bloquer ces jeunes-là en disant quoi que ceux qui n'ont pas, pendant 40 ans qu'ils étaient aux affaires, fait le bonheur des Sénégalais, ils ne peuvent pas revenir aujourd'hui pour le faire. Ça, c'est la deuxième chose, c'est qu'il va y avoir, mais un repositionnement, mais des partis. On ne peut pas vivre d'alliances et d'associations de partis. Il faut que les partis, il faut clarifier le jeu politique, de trouver dans cette victoire éclatante d'une jeunesse qui a payé le fruit pour arriver au pouvoir, des gens qui ont pactisé jusqu'au dernier mois avec Macky Sall, ça n'annonce rien de bon. Il faut savoir, comme on dit, moi je suis archiviste, les archivistes disent qu'il faut sélectionner, il faut trier, il faut séparer le bon grain de l'ivraie. On n'adhère pas à un parti, mais parce qu'on a un ressenti, on a un ego, on a perdu des avantages. On y adhère parce qu'on veut donner sa part. Alors ce n'est pas forcément adhérer à un parti, c'est plutôt adhérer à une coalition. Oui, mais une coalition, c'est pas une coalition, c'est pas un parti. Et des coalitions, ça peut exister. Moi, ce que j'appelle ça des alliances. Des partis s'allient. Mais quand des partis s'allient, mais ils se s'allient sur la base de la conjonction possible de partis réciproques de leur programme. Moi, je suis socialiste. Moi, je suis communiste. Moi, je suis libéral. Qu'est-ce qu'on peut chacun, dans notre programme, mettre sur la base de représentation au prorata? Quand des gens s'allient et que l'un a 40%, l'autre 10% et un autre 5%, on s'allie sur la base du prorata. Ensuite, quand on s'allie, mais on vient avec son programme en disant, voilà, moi, j'avais 20 points de programme. Je peux aller avec vous, mais sur mes 20 points de programme, j'en ai 2 qui ne sont pas négociables. Et sur la base de sa représentation. L'autre dira, moi, j'ai 1 point de programme non négociable. C'est la jeunesse, c'est la santé, c'est l'éducation, c'est ceci. Mais les gens s'allient sur quoi? Mais on s'allie contre X pour avoir des résultats à se partager. Je ne pense pas que ce soit le cas de cette alternance. Ils vont aller au pouvoir, ils ramassaient tous ceux qui ramassaient sur la route pour aller à la conquête du pouvoir. Mais je pense que s'ils veulent répondre à l'attente extrêmement forte des populations qui sont mobilisées pour leur donner cette victoire éclatante, il va leur falloir faire un tri. Trier, sélectionner et n'amener avec eux que les gens qui ont un casier judiciaire vierge. Au risque de se mettre à dos des alliés. Oui. Mais bien sûr. Et bien sûr. Ceux qui se sont alliés pour être servis, uniquement pour être servis, parce qu'ils étaient servis ailleurs et ne l'étaient plus. Mais il ne faut pas les reprendre. Alors, quel avenir politique, professeur Mbaye Thiam, pour Idrissa Seck et Khalifa Sall, surtout pour Idrissa Seck, tous les deux en âge assez avancé, Idrissa Seck qui n'arrête pas de regresser, qui quitte 20% et vient à moins de 1%, il est à 0,9%. Quel avenir politique pour Idrissa Seck, le président du parti Rewmi, qui en est à sa 4e Mais leur avenir à l'un et aux autres, et pas que, bien d'autres encore, dans les perdants comme dans ce qu'on appelle spoliés, leur avenir, mais c'est de rentrer dans le rang, de confier, s'ils en ont leur parti, à des jeunes et de les accompagner par des conseils, de les accompagner par l'expérience. Mais revenir, on ne peut pas dans ce pays, obliger les jeunes à dire aux vieux débarrasser le plancher. Nous, à l'université, quand vous arrivez à 65 ans, vous dégagez le plancher. Vous sortez. Maintenant, vous pouvez rester pour accompagner les jeunes. Comme Mbaye Thiam, à l'école de bibliothécaire, vous continuez à enseigner sans participer ni aux réunions, ni à rien du tout, sauf si on m'associe. Mais vous ne pouvez pas rester. Parce que quand vous restez, vous prenez la place d'un jeune méritant, mais parce qu'il y a un vieux qui est là, il ne peut pas avancer. C'est pourquoi les gens sortent des partis pour créer d'autres partis. Et c'est ça qui nous a amené les 300, 400, 500 partis. Parce que quand quelqu'un est à la tête d'un parti dans ce pays, quand il est à la tête d'un syndicat dans ce pays, il y est à vie, même à la retraite. C'est inadmissible. La retraite politique, ça existe. Donc c'est la retraite politique pour C'est la retraite politique.
C'est la retraite. Mais bien sûr, ils ont prouvé l'un et l'autre. Parce qu'ils ont apporté leur obol à ce qui s'est fait. Idrissa Seck a occupé les plus hautes fonctions dans ce pays. La seule fonction qu'il n'a pas occupée, c'est le président de la République. Il a accompagné un président de la République jusqu'au bureau de la présidence de la République. Khalifa Sall a traversé tous les niveaux de hiérarchie du Parti socialiste avant de le quitter et de créer sa formation. Mais ce n'est pas à un certain âge aujourd'hui, avec la précocité politique, qui est une bonne chose pour nous, qui se profile à l'horizon, mais que les gens vont rester. Par contre, mais on ne se retire pas définitivement de la politique. On peut arrêter de prendre des responsabilités stratégiques et accompagner des jeunes, mais avoir les meilleures stratégies, les meilleurs modes de fonctionnement et à leur porter leur expérience. Mais diriger encore des partis, mais pour quelqu'un qui quitte 19% comme Idrissa Seck, deuxième des élections, oui. Deuxième après le président élu en 2019, oui. Et qui se retrouve aujourd'hui devant Ousmane Sonko à l'époque, qui se retrouve aujourd'hui à 1%. Mais c'est le moment de tirer la révérence. Il aura le mérite d'essayer, mais ça n'a pas marché. Si ça n'a pas marché une fois, deux fois, trois fois, il faut arrêter. Il ne faut pas forcer le destin. En politique comme dans d'autres secteurs de la vie. Et pour Khalifa Ababacar Sall, c'est la même chose. Et pour ces candidats qui étaient dans le camp du pouvoir, qui ont décidé au dernier moment de se positionner et qui avaient du mal à se faire accepter, aussi bien dans l'opposition que dans l'autre camp, quel avenir politique pour eux? Vous savez, c'est le mode de gestion politique de ces partis qui ont produit ces candidatures multiples. Personne ne peut comprendre, en réfléchissant en sciences politiques et en histoire, qu'un parti comme l'APR soit resté au pouvoir pendant 12 ans sans qu'on puisse savoir qui est le numéro 2 du parti. S'il avait un numéro 2 depuis 5 ans, mais on n'aurait pas eu ces multiplicités de candidatures. Si, depuis 5 ans, en perspective d'un troisième mandat ou d'un retrait définitif de Macky Sall sans troisième mandat, on avait préparé quelqu'un, mais on n'aurait pas eu la multiplicité de parce que les gens se seraient entendus depuis le départ, il y a 3 ans, 4 ans, sur quelqu'un autour duquel tout le monde travaillerait. Mais attendre le dernier moment pour non pas organiser des primaires, mais dire au président tu choisis pour nous. Mais c'était engager le parti, mais le brouillard. Et quand le président a choisi, tous ceux qui s'attendaient à être choisis, mais ont refusé le choix. Et comme le président n'avait plus le pouvoir de nomination que lui confère pratiquement la présidence de la République, mais ils se sont tous alignés. Or ça brouille la vue des électeurs. Quand les électeurs voient dans la formation présidentielle 5 candidats qui étaient ensemble il y a 3 mois, qui sont tous candidats, mais ils se disent, bon, comme ils ne peuvent pas s'entendre entre eux, mais on va les choisir, chercher ailleurs. Vous imaginez un peu? Et que risque l'Alliance pour la République? Mais elle va disparaître. Elle va disparaître. Je ne le souhaite pas du tout, mais elle va disparaître. J'avais dit, le jour de la passation de service du président Macky Sall et du président Abdoulaye Wade, que le PDS était un patrimoine. Parce que le PDS a fonctionné quand même pendant 25, 27 ans dans la résistance. Il est arrivé au pouvoir pendant 12 ans. Et Abdoulaye Wade, quoi qu'on dise, a imprimé une nouvelle forme de gestion du pouvoir avec tout ce que cela comporte d'insuffisance sur le plan de la gouvernance. Et que je pensais que, et je le pense encore, que le PDS était un patrimoine à sauvegarder. Mais l'APR, comme le dit mon ami, n'est pas un parti. C'est une machine électorale confectionnée pour élire un homme qui s'appelait Macky Sall. Si Macky Sall n'est plus là, mais la machine, elle va disparaître. Surtout qu'ils ne l'ont pas mis entre les mains de leurs candidats. Tous ceux qui sont observateurs libres et qui ont regardé le déroulement de la campagne électorale et des élections savent que c'est les alliés de Benno Bokk Yakaar qui ont accompagné Amadou Ba et que l'APR ne l'a pas accompagné. Ils ont sabordé sa candidature. Donc Macky part et part avec l'APR. Il part avec l'APR qui était non pas un parti politique structuré avec des instances. Dans mon Jolof natal, quand j'arrivais, je l'ai taquiné en disant qui est le responsable local. On me disait tout le monde. Tous ceux qui animent des tendances sont responsables. Or, moi, j'ai connu un parti socialiste et d'autres partis dont je ne partageais pas du tout la vision, encore moins
le mode de fonctionnement, qui organise des renouvellements à la base, dans des secteurs, dans des quartiers, au niveau de la ville, au niveau de l'arrondissement, du département, jusqu'au niveau régional, qui représente le parti APR dans quelque localité que ce soit. Chaque fois qu'on le dit, c'est des dizaines de mains qui se lèvent, tout le monde est... C'est une armée mexicaine. Dans une armée mexicaine, il n'y a pas de soldats, il n'y a que des généraux, donc l'armée n'existe pas. Quand le chef suprême n'est plus là, mais l'armée va disparaître. Et qu'en est-il du parti de l'unité de rassemblement pur, qui se maintient quand même depuis 2019, hein, qui a fait un meilleur résultat que tous ces leaders politiques qui étaient là depuis longtemps, comme Khalifa Babacar Sall, comme... Tant que ce parti ne fera pas de manière très claire aux yeux de l'opinion sénégalaise, c'est-à-dire du peuple sénégalais, constitué de musulmans, de chrétiens, de tidjanes, de mourides et d'autres choses, ne fera pas ce parti la césure nette entre la daïra Moustarchidine ou le Moustarchidat et le pur, mais ce sera un parti qui va végéter. On ne peut pas faire la confusion. Malgré le potentiel. Ils ont un potentiel réel, mais le potentiel, est-ce que le potentiel du parti ou le potentiel de la daïra? Ça, c'est une question. Oui. Est-ce que tous ceux qui possèdent la carte de la daïra Moustarchidine ou le Moustarchidat sont tous effectivement et potentiellement des militants du pur? Mais c'est une question sur laquelle seuls eux peuvent répondre. Mais moi, je trouve que du point de vue de la représentativité qu'aurait pu avoir le pur en tant que moteur de la daïra ou l'inverse, il y a quand même des différences qui ne s'expliquent pas. Ensuite, on ne peut pas avoir un parti qui, à chaque élection, change de candidat. Où il y a un leader connu en 2019, qui s'appelle... Soit le président du parti, qui est Serigne Moustapha, se met en pole position et crée, comme dans ce qu'on appelle démocratie chrétienne, ici démocratie musulmane, un parti et monte à la tête du parti. Ou alors on choisit quelqu'un avec une ligne à partir de l'influence idéologique du daïra pour gérer le parti à part. Mais moi je pense de manière très claire que se maintenir, c'est trop dur. Ils ont combien? 2%. 2,9%. 2,9%. C'est un candidat qui a fait une bonne campagne, mais qui n'a pas accroché. Parce que les citoyens sénégalais qui votent, mais ils votent parce qu'ils appartiennent à des formations politiques, ils votent parce qu'ils appartiennent à des alliances, mais ça c'est epsilon par rapport à ceux qui votent. Tous les autres qui votent, ils votent en fonction de considérations beaucoup plus générales, mais fondées sur des considérations d'ordre social, d'ordre structurel. Et ça, il ne faut pas le minorer. Il faut que ce parti, qui est une réalité, Serigne Moustapha est dans la mouvance de ce que son père a créé avec le PSS, mais Serigne Cheikh s'en est sorti très rapidement pour emprunter un autre chemin. Malgré que tous les politiciens du Sénégal, sans exception, ont toujours cherché sa proximité, parce qu'il a de l'influence. Ou on fait de l'influence, ou on fait de la politique. De l'influence comme Cheikh Béthio le faisait? Cheikh Béthio faisait de la politique aussi, mais la preuve, mais il s'est brûlé les doigts. C'est-à-dire que les Sénégalais n'aiment pas le mélange des genres. Malgré ce camp, les Sénégalais n'aiment pas le mélange des genres. Surtout qu'il y a une évolution tendancielle du point de vue des générations qui font que le poids social des marabouts n'a pas diminué dans le pays, mais le poids politique des marabouts a sensiblement diminué. Ça, tous les analystes, ça. Le poids social des marabouts. On n'est plus à l'heure du ndigal. C'est fini. Le ndigal qui marche, c'est un ndigal confrérique religieux. Quand les marabouts disent on ne jeûne pas lundi, on jeûne mardi, les Sénégalais jeûnent mardi. Quand ils disent la tabaski c'est mercredi, c'est pas jeudi, malgré que la Mecque agit, ils suivent. Ça, c'est du point de vue de leur rapport avec le marabout sur le chemin de Dieu, sur le terrain social et politique. Surtout, mais les générations, les parents de Mbaye Thiam et de leurs grands-parents qui marchaient derrière le marabout et qui ne cherchaient pas à voir par-dessus lui, ni à gauche ni à droite, ça a sensiblement évolué. Et donc, tous ceux qui, croyant avoir une représentation sociale
comme Moussa Sidine Wal Moussa, c'est une représentation sociale avérée. Il n'y a pas de débat autour de cette affaire. Mais si on veut transformer cela en représentation politique, il faut avoir une autre stratégie. Et cette stratégie, ils ont suffisamment de savoir pour la penser. Au besoin, d'autres les accompagneront. Mais tant que le flou existe, mais 2%, ce n'est pas représentatif de ce que je crois moi être le poids qu'ils auraient pu avoir s'ils avaient une démarche beaucoup plus cohérente et beaucoup plus claire. Bien. Alors, cette élection, professeur Mbaye Thiam, est particulière du fait que les électeurs, on l'a dit en début d'émission, ont élu Ousmane Sonko à travers Bassirou Diomaye Faye. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients potentiels d'avoir un président qui doit sa position à un mentor politique, notamment en termes de leadership et de légitimité? Le premier avantage des résultats de cette élection, c'est qu'il y a une forme de motivation. De motivation. Parce que derrière un vote, il peut y avoir juste un vote pour élire et changer. Oui. Il y a aussi un vote pour transformer socialement. S'ils ont la capacité de transformer la motivation des Sénégalais, singulièrement de la jeunesse, en activité sur le terrain, qui enjambe les considérations politiciennes, ils peuvent très rapidement faire des résultats. J'ai entendu quelqu'un dire, et si, comme on a voté, on s'engageait à nettoyer nous-mêmes le pays. Ça commence par ça. Comme on a voté, on s'engage nous-mêmes, mais à reforester ce pays. La région où nous sommes à Dakar, mais ça s'appelait le Cap-Vert. Ça s'appelle le Cap-Vert toujours. Pourquoi le Cap-Vert? Mais parce que quand les Portugais l'ont découvert, ils ont découvert une région, mais vraiment avec des arbres, fleuris partout. On a tout transformé en béton et en goudron. Et on s'étonne qu'il fasse définitivement chaud à Dakar, plus chaud en tout cas qu'il y a 20, 30, 40 ans. Mais on peut. Ensuite, comment transformer cette motivation dans la discipline? Ce pays, l'une des marques distinctives aujourd'hui du fonctionnement sénégalais, c'est l'indiscipline dans tous les secteurs de la vie. L'éducation à la citoyenneté. La citoyenneté. Comment transformer cela? Mais en s'autodisciplinant tous, mais sur la base quoi? De l'exemplarité. Ceux qui sont élus, s'ils montrent une distance par rapport à beaucoup de choses, les populations suivront parce qu'ils ont réussi à construire un leadership, mais volontaire. Les jeunes qui courent derrière Diomaye Faye à travers Sonko ne sont pas des jeunes à qui on donne 100 francs pour participer à une manifestation, qu'on habille, qu'on transporte, à qui on donne un sandwich. Ils sont là par eux-mêmes, parce qu'à l'université, je le vois. Mais il faut transformer cela. Si on ne réussit pas à le transformer par l'exemplarité, en étant devant pour faire ce que les jeunes attendent en matière de justice sociale. On ne peut pas, dans ce pays, quand on est à l'université, on voit les jeunes qui sont à l'université dans la souffrance. On ne peut pas acquérir des connaissances dans la souffrance. On les voit dans l'anxiété. C'est-à-dire, c'est bon, je suis à l'université, je fais des diplômes, mais après, je dis, mais pourquoi cette question? Mais ma soeur à la maison, mon frère à la maison, a son master depuis 5 ans, sa licence depuis 3 ans. Et ça pose des problèmes. À des jeunes, il faut donner du rêve. Mais à chaque coin, il faut leur donner du concret pour que le rêve puisse continuer. Si on ne le fait pas, mais ils vont débarrasser le plancher, comme ils ont fait avec... Depuis 2000, c'est les jeunes qui s'arment lors des élections de rupture. Et ils ne donnent un truc blanc à personne. Mais ils ont démontré leur engagement. Le nombre de jeunes qui sont allés en prison, qui sont morts, qui ont manifesté, qui sont blessés aujourd'hui et qui traînent, on ne peut pas leur dire, bon, attendez, dans 10 ans, ça va marcher. Les jeunes qui empruntent les pirogues qui s'en vont, mais ils sont désespérés. Si on leur donne de l'espoir, ils vont revenir. Là, alors, le leadership et cette alternance sont incarnés justement par deux personnes. Quels sont les avantages de ce dualisme à la tête de l'État? C'est un avantage au départ, c'est une opportunité. Mamadou Dia et Senghor, les historiens disaient, c'est l'intellectuel et le pragmatique. Senghor qui pense les questions, qui réfléchit, qui fait
des avancées ici et là. Mamadou Dia, un pragmatique qui applique les choses. Malheureusement, les considérations politiciennes et singulièrement des divergences d'orientation les ont séparés très tôt. Quand Abdou Diouf est arrivé au pouvoir, il a perdu une bonne partie des gens de sa génération dans le Parti socialiste qui avaient l'expérience qu'il avait. Abdoulaye Ba est parti, Moustapha Niasse est parti. Ils ont réussi à faire partir Djiboka et des dizaines d'autres qui sont partis. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pu gérer les complémentarités, parce qu'on avait des approches politiciennes des questions. Abdoulaye Wade a éliminé tous ceux qu'il a désignés comme numéro 2, sauf son fils. Chaque fois qu'il a désigné un numéro 2 et que le parti a considéré que celui-là est le numéro 2, il l'a éliminé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est en politique, à moins de se considérer comme un messie, comme un démiurge, or ça n'existe pas. Mais on partage le pouvoir dans la complémentarité. Quand on regarde et on constate le discours et les pratiques de l'un et de l'autre, Diomaye Faye et Sonko, ce n'est pas la même personne. Ce n'est pas la même personnalité. Est-ce qu'il y a une complémentarité entre les deux? Absolument. Quand deux personnes sont différentes, ensemble, elles se complètent. Mais à condition que chacun respecte le champ d'action de l'un, de l'autre. Mais c'est facile à voir. Ce n'est pas la même personne. Autant l'un est un tribun qui bouscule les foules, qui est prêt à aller pratiquement à Canossa, autant l'autre est beaucoup plus souple, mais la souplesse ne signifie pas l'absence de fermeté. Et l'un et l'autre peuvent d'autant plus cheminer ensemble que c'est à défaut d'être lui-même. On nous a habitués pendant 5 ans à dire on n'a pas de plan B, on n'a pas de plan, on n'a qu'un seul plan. Oui. Pourtant, c'est le plan A qui a dit non, on a un plan B. Et le plan B, Habib Sy et Cheikh Tidiane, ce n'était pas des plans. Le vrai plan, c'est parce que ça aurait été illogique qu'on désigne quelqu'un en dehors de PASTEF. Mais comme à tout moment, ce projet pouvait être remis en cause parce que la guerre entre l'État et le PASTEF était là, mais on a ajouté des gens éventuellement pour au cas où. Mais le cas où n'étant pas, mais ils ont... Et c'est le fait de s'aligner directement sur Diomaye, tout le parti, mais qui a fait que, mais les autres wagons, parce que leur alliance, comme je dis toujours, ce n'est pas une alliance. C'est un train avec une locomotive et des wagons. C'est la locomotive qui tire les wagons. Quand elle s'arrête, tout le monde s'arrête. Quand elle reprend le départ, tout le monde... Et c'est la locomotive, c'est le passé. Aujourd'hui, ces deux personnes, la question principale, c'est quel va être le rôle d'Ousmane Sonko. Est-ce que ça va être un rôle pour gérer leur parti, PASTEF, et en faire le parti des 10, 20 prochaines années, ou un Ousmane Sonko dans l'État? Qu'il va s'y rendre dans l'État. Quelle serait la meilleure place, à votre avis, d'Ousmane Sonko dans l'appareil d'État? Mais la meilleure posture par rapport à la vision à moyen et long terme, c'est Ousmane Sonko pour faire de PASTEF le premier parti du Sénégal pendant 20 ans. S'y rendre dans l'État avec les modes de fonctionnement sociaux du Sénégal qui interfèrent dans les considérations d'ordre politique et même religieuse, il peut y avoir, je ne le souhaite pas, affrontement, et s'il y a affrontement, ils ont tous les deux à perdre. C'est ma conviction. Donc pour vous, le PASTEF et Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye en même temps ont tout intérêt à ce que Sonko ne fasse pas partie de l'appareil. Clarifier les débats. Moi je le pense, c'est un titre personnel, que c'est un parti en construction. C'est un parti qui est né en 2014, qui a connu beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, qui subitement arrive au pouvoir sur la base d'une trajectoire extrêmement difficile, avec des coûts énormes, mais qui n'a pas encore une représentation. Et il y a beaucoup de personnes qui sont derrière. Mais est-ce que c'est des militants avec des structures formelles qui représentent PASTEF dans le quartier, dans le village, dans l'arrondissement, dans le département, dans la région? Des sections. Des sections. Comment ils vont?
et créer une forme d'intérêt. Parce que c'est ça qui va permettre d'essaimer sur l'ensemble du pays. Or, la personnalité d'Ousmane Sonko et son aura mais prédispose à ça. C'est-à-dire faire en sorte que le parti soit la locomotive, parce que c'est ça qui va leur permettre de ne plus aller en alliance qu'avec des gens qui leur apportent quelque chose et non pas des gens qui viennent participer à la soupe, si tant est que eux-mêmes n'y participent pas. Et sous ce rapport, laisser Diomaye gérer l'État sans être indifférent, parce que c'est le parti, sans être indifférent, lui apporter la force d'appoint du parti en dehors de l'État. Parce que dès que vous allez gérer l'État, mais vous allez gérer quoi? Les problèmes du pays. Si vous avez une large représentation dans l'espace social, dans l'espace territorial, dans l'ensemble des générations, dans l'ensemble des corporations, mais ça vous donne des soupapes de sûreté qui font que quand il y a quelque part nécessité du sapeur-pompier, le parti vient à la rescousse. Est-ce qu'on est dans la logique que ces jeunes, ce duo qui est actuellement arrivé au pouvoir, il reste pendant un bon bout de temps? Est-ce que tout... S'ils ont la bonne stratégie, mais ils peuvent y rester longtemps. S'ils n'ont pas la mauvaise stratégie, ils vont se casser le nez au prochain virage. Personne ne doit le souhaiter. Parce que s'ils se cassent le nez, on reprend à zéro. Et si on reprend à zéro, les seuls qui payent la note, c'est le peuple. Professeur Mbaye Thiam, merci beaucoup. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Mais tout le plaisir est pour moi à cette heure. Je voudrais te remercier pour l'invitation et prier pour le Sénégal. Moi, j'ai 70 ans, je n'ai plus d'avenir. Mes petits-enfants sont à l'université, mes enfants dans la vie active. Mais ce pays, pour moi, est l'un des meilleurs pays au monde. Est-ce que nous avons les meilleurs dirigeants possibles? Je le souhaite. Il n'est pas contradictoire qu'on ait sur le plan spirituel, sur le plan social, des dirigeants qui ont une envergure mondiale et que sur le plan politique, on n'est pas des dirigeants qui ont une envergure mondiale. Et nous l'avons prouvé. Il ne faut pas oublier que quand il est parti du Sénégal, Senghor est le premier Africain à rentrer à l'Académie française. Quand il est parti du Sénégal, Abdou Diouf est allé diriger l'Organisation internationale de la francophonie. Si Abdoulaye Wade était sorti de la politique, je ne pense pas que le monde l'aurait laissé profiter de sa retraite. C'est parce qu'il est resté dans la politique, parce qu'il en a l'envergure. Aujourd'hui, Macky Sall est sur une posture internationale. C'est ça le Sénégal. Nous sommes 54 pays en Afrique. Il y en a très peu qui peuvent afficher un tel résultat. Dans toutes les universités du monde, vous trouverez dans les meilleures places des Sénégalais. Les laboratoires, les ceci, les cela. On peut faire revenir tous ces gens sur la base d'une orientation articulée autour des intérêts hégémoniques de notre pays et de notre société par rapport à... Nous n'avons pas d'amis. La France n'est pas notre ami. C'est un partenaire. La Chine, la Russie ne sont pas des amis, c'est des partenaires. Si nous savons jouer par rapport à notre posture de pays avant-gardiste en Afrique, nos intérêts, on peut construire une société qui va ouvrir l'unité sous-régionale. Elle ne se fera pas sans nous. C'est nous qui piloterons l'unité sous-régionale. Il ne faut pas oublier que de 1895 à 1960, la capitale de l'Afrique occidentale, c'était Dakar. C'est nous qui ferons, à partir de ce que Senghor appelait les cercles concentriques, l'unité africaine. Tant qu'on ne le fera pas, avait dit Cheikh Anta, on ne sera pas une puissance. Merci beaucoup, professeur Mbaye Thiam. Merci à toute l'équipe technique. Merci à nos auditeurs, nos téléspectateurs et nos internautes. Joyeuse Pâques à toute la communauté chrétienne. Le JDD, c'est terminé. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.